Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. C'est un début de semaine relativement calme sur les marchés. Nous voyons des petites consolidations sur les indices boursiers. Les actifs qui ont fortement baissé comme l'or et l'euro-dollar se reprennent un petit peu ce matin. Sur certains dossiers comme Renault, il y a des prises de bénéfices étant donné que la tension est un petit peu retombée avec Nissan. On a les publications de résultats d'entreprises qui ont été faites, on va revenir dessus, et puis des publications notamment sur des valeurs dont on avait déjà parlé qui seront à venir cette semaine. Donc voilà, nous allons faire un tour d'horizon de ces marchés boursiers en ce lundi 9 novembre. Bienvenue à tous en tous les cas pour cette émission quotidienne. Avant toute chose, et comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant les informations que nous voyons ici, les performances, les CFD. Je vous laisse en prendre note. Alors, comme d'habitude, donc nous allons parler d'abord résultats, décalage, annonces, news, rumeurs, puis du calendrier économique, et nous passerons ensemble une revue d'actifs directement sur la plateforme CMC Market. Alors, pour commencer, on va parler des résultats d'entreprise. Genfit, qui est une des sociétés spécialisées, donc une des biopharmaceutiques les plus connues, les plus volatiles cette année en France. Donc Genfit a publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre. Alors, étant donné que c'est une société qui fait de la recherche, le chiffre d'affaires importe peu, mais disons que c'était l'occasion pour moi de vous en parler ce matin. Le titre est très plus 2, plus 3 ce matin. Il est sur la zone des 41, 50, 42 euros. C'est une zone sous laquelle le titre bloque depuis un petit bout de temps. A priori, la publication du chiffre d'affaires n'arrive pas à entraîner une cassure de la résistance des 42 euros. Néanmoins, la présence à un salon, l'AASLD, pourrait faire changer les choses. En effet, Genfit sera présent là-bas la semaine prochaine et les investisseurs attendent une publication, une parution de la société à l'occasion de ce salon. Donc, il faut en être conscient si vous êtes en position sur ce dossier. C'est quelque chose qui pourrait beaucoup faire bouger le titre dans les 2 semaines à venir. Sinon, BHP, donc spécialiste dans le minerai, donc c'est Billiton Limited, c'est une des plus grosses sociétés au monde dans l'exploitation, le développement et la transformation de minerais. Donc, étant donné qu'il y a une forte tendance baissière sur les métaux en général depuis un an, c'est un titre qui a été divisé par 2. Et suite à la publication de résultats en baisse encore ce trimestre, eh bien, le titre inscrit un nouveau plus bas annuel. Ce matin, il est en baisse de 5,6%. Notons en plus du chiffre d'affaires en baisse que BHP est au cœur d'une catastrophe qui a eu lieu au Brésil. En effet, il y a eu une coulée de boue là-bas à la proximité d'un barrage minier et cela a entraîné la disparition de 28 personnes. Donc BHP étant un peu empêtré dans ce scandale et ayant des résultats en baisse, eh bien le titre continue de chuter. Vallourec est une action dans les parapétrolières dont on a pas mal parlé depuis 2 semaines. Je vous la montrerai graphiquement dans quelques instants. À noter que l'entreprise publiera ses résultats ce soir. Rappelez-vous, sur chez GG Veritas, sur Morel et Prom, il y a de la volatilité sur les parapétrolières. Les résultats peuvent entraîner des fortes hausses ou fortes baisses, dépendamment de la réaction du marché. Aussi, Vallourec devrait très certainement ouvrir avec un gap haussier ou un gap baissier demain matin, donc prenez des précautions. Et puis après clôture, il y aura aussi Eiffage qui
je dirais malheureusement, a connu un épisode douloureux puisque le PDG d'Eiffage, qui avait moins de 60 ans, est décédé le mois dernier. Euh, donc ça, ce ne sont pas des choses pareilles qui sont très bonnes pour une action. Et puis Renault, il y avait des rumeurs de fusion, c'est un petit peu monté dans les tours dans les discussions avec Nissan. Néanmoins, les gouvernements là ont pris un petit peu la direction des discussions. C'est en train un petit peu, la situation est en train de se détendre. Donc, je dirais la petite prime spéculative que le marché payait sur Renault, eh bien, il la reprend ce matin. Le titre, je crois, était une des plus fortes baisses à moins 3% ce matin sur le CAC 40. Je vérifie que c'est toujours le cas, effectivement, oui. Renault, lanterne rouge à moins 260, à moins 2%,64, et elle entraîne aussi Valeo, l'équipementier, dans son sillage. On voit aussi que Sanofi est en baisse ce matin et pâtit toujours de la publication de ses résultats inférieurs aux attentes de la semaine dernière. Quant aux hausses du jour sur le CAC 40, c'est les métaux de base et l'énergie, donc c'est les secteurs un peu délaissés. On a ArcelorMittal qui reprend un petit peu de hauteur. On a Technip, dont on avait parlé la semaine dernière, qui prend 1,5%. Et on a Morel et Prom, et Vallourec et CGG, les trois parapétrolières dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui montent encore ce matin. Sinon, rubrique internationale, disparition du terme BRICS. BRICS, c'était pour Brésil, Russie, Inde, Chine. C'était un regroupement en fait des pays à fort potentiel. C'était un acronyme qui avait été créé par Goldman Sachs il y a 5 ans. Ça avait été créé par Goldman Sachs afin de marketer assez intelligemment un beau fonds d'investissement qui s'appelait du même nom, BRIC, et qui a perdu 80% en 5 ans. Voilà. Donc en fait, il a été créé au plus haut. Vous savez, généralement, on a quelque chose qui monte, et puis on en parle, puis tout le monde en parle, puis on crée un concept. Tel jour où créer le concept ou le fonds d'investissement pour en acheter, c'est qu'on n'est pas loin du plus haut. Rappelez-vous du CAC 40. Je crois qu'un indice des biotech a été créé récemment. Donc les biotech, vous voyez, il y a 3 ans, c'est monté aux États-Unis. Il y a 2 ans, il y a eu un rattrapage en Europe. Cette année encore, il y avait un rattrapage des biotech en France. Puis tout le monde en a parlé au premier semestre. Et au deuxième semestre, eh bien, il y a eu la création de l'indice des biotech. Et depuis, qu'a fait l'indice des biotech aux États-Unis? Il a perdu 35%. Voilà. De la même façon que les BRICS, on en a parlé, c'est monté. Il y a eu des bons chiffres de croissance. Et puis en 2010, on crée l'acronyme, on lance un fonds du même nom, et depuis, ce fonds n'a fait que baisser. Voilà. Donc faites attention, quand on parle de quelque chose et que tout le monde commence à en parler, c'est qu'on est peut-être non pas au début, mais à la fin du mouvement. International toujours, Lagarde au FMI a dit que la Fed devrait être certaine des chiffres avant de se lancer dans une hausse de taux. Donc en fait le concept c'est que les chiffres américains du chômage étaient très bons vendredi. Partant de ce principe-là, une hausse de taux pourrait intervenir aux États-Unis. Là ce que souligne Madame Lagarde, c'est que cela pourrait être un bon chiffre mensuel qui ne ferait pas tendance. C'est-à-dire que depuis 3 à 6 mois, on est plutôt autour de 160, 180 000 créations d'emplois. Là, on a fait 260 000 créations d'emplois. Donc, certains se demandent si c'est pas une exception. Voilà. Donc, il faudra confirmer potentiellement avec les chiffres de décembre que la Fed peut ou non monter ses taux. Et on verra en décembre si elle monte ou non ses taux. De toute façon, si elle les monte, elle dira que l'économie américaine va très bien et peut-être que le marché s'en suffira pour grimper et finir l'année en beauté. Si elle ne les monte pas, elle dira qu'elle le fera début 2016 et on restera toujours empêtré dans cette même discussion. Le PDG de Maersk, sinon, annonce que le PIB mondial devrait être sous les estimations et sous tout ce qu'on essaye de nous dire. En fait, Maersk, c'est un des plus grands transporteurs mondiaux. Donc, si vous voulez, c'est une société qui est à même de mesurer un petit peu ce qui se passe dans le monde en termes d'échanges, en termes d'activité. Et donc, pour le PDG de Maersk, eh bien, il y a un ralentissement prononcé, très net, auquel il faudra quand même faire attention.
Je lisais ce matin que le Brésil, l'année prochaine, va connaître une année particulièrement difficile. Rappelez-vous, le Brésil est passé en récession, hein. Il a enchaîné 2 trimestres négatifs de la croissance de son PIB. Et le Brésil a vu sa monnaie perdre 50%. Le Brésil devrait rester en récession dans les trimestres à venir. Bref, la situation vraiment devient compliquée pour le Brésil et on comprend donc la disparition des BRICS. Parce que vous avez d'un côté la Russie dont la monnaie et le PIB ont été fortement impactés depuis un an par la baisse du pétrole. Vous avez la Chine qui ralentit très nettement et vous avez le Brésil qui lui sombre en récession. Donc mis à part l'Inde qui se débrouille bien, les BRICS à court terme, effectivement, c'est terminé. Au niveau statistique, alors vendredi, on a eu des statistiques publiées, on a eu les chiffres du chômage américain qui étaient excellents, donc le taux de chômage est passé de 5,1 à 5% aux États-Unis, il y a eu 271 000 créations d'emplois. Donc cette année, le concept, c'est que la Fed a dit que les chiffres économiques étaient en train de s'améliorer et qu'elle allait donc monter ses taux, elle allait rentrer dans un cycle de durcissement monétaire, ce qui démontre que son économie va bien. Elle ne l'a pas fait parce que ces derniers mois, il y avait des soubresauts un petit peu dans la publication des chiffres économiques. Et puis à cela, cet été, se sont ajoutées des craintes concernant les émergents et la Chine en particulier. Depuis la situation des émergents et de la Chine, on va dire que ça s'est stabilisé, au moins sur les indices boursiers. Et au niveau des chiffres économiques américains, eh bien, on voit un regain, là, une remontée des créations d'emplois. Donc ça laisse la porte ouverte à une hausse de taux aux États-Unis au mois de décembre, et c'est ce qui a entraîné de nombreux mouvements sur les marchés. Je vous rappelle que quand les Américains parlent de monter les taux, eh bien, c'est bon pour le dollar américain. Donc vous avez un euro qui chute contre le dollar américain puisqu'il se renforce. Vous avez l'or qui est coté en dollars qui chute. Vous avez le pétrole qui est sous pression. Vous avez bien évidemment le dollar américain, lui, qui remonte. Voilà. Et ces chiffres étaient tellement bons. Et les opérateurs ayant désormais, on va dire, accepté le fait que les taux puissent monter, eh bien, ce n'a pas fait baisser les indices boursiers. Au contraire, ils ont fini la séance au plus haut pour un petit peu, comme je dirais, on pourrait dire, saluer en fait ce très très bon chiffre qui montre une reprise potentielle aux États-Unis. Voilà. Et puis ce matin, suite à cette forte hausse de vendredi, à cette hausse, dirons-nous, eh bien, on est en consolidation légitime. Sinon, au Canada, on a eu la publication du taux de chômage qui a lui aussi baissé de 7,1 à 7%. Dimanche, il y a eu la publication de la balance commerciale chinoise. Donc on nous dira ce que l'on veut, mais dans certains chiffres, il n'y a pas possibilité de penser que la situation s'améliore très nettement. En effet, vous avez une baisse des imports chinois pour le 12e mois consécutif. Et vous avez une baisse des exports pour le 4e mois. Voilà. Donc si vous avez un pays qui importe moins, qui crée moins et qui vend moins en export par la suite, il est quand même difficile de se dire que la croissance de son PIB va rester stable à 6,5%. Donc, quoi que le président chinois a beau vouloir dire et a beau vouloir faire, donc faire c'est simple, hein, ce qu'il veut c'est garder la confiance des opérateurs, eh bien on a quand même des baisses d'imports, des baisses d'exports, des baisses de consommation d'électricité. Il est donc difficile de penser que la Chine ne fait que se stabiliser. Enfin, c'était le titre de cette émission, début de semaine calme, peu de statistiques ce jour, on a juste la publication de l'indice de confiance européen à 10h30, donc dans à peu près 15 minutes, mais sinon c'est un début de semaine relativement calme. On aura demain matin le CPI, donc les chiffres d'inflation chinois à 2h30, donc ça, ce sera à suivre. Demain, sinon, il n'y a pas de statistiques de très grande importance. On a un membre du FOMC qui va parler. Le soir, on aura un discours du directeur de la RBNZ. Et ensuite, mercredi, de nouveau des chiffres chinois. Voilà, donc on verra ça en temps et en heure. Alors, on va passer sur les graphiques.
Donc on va passer sur les graphiques. Alors vous remarquerez que maintenant je poste l'enregistrement de la matinale sur le site de CMC Market. Donc tous les matins, j'enregistre la matinale et puis je la poste. Et la semaine dernière, c'était la semaine où vraiment j'ai pris en main le logiciel, les enregistrements, etc. Là, je vais vous publier pas mal d'articles cette semaine, de stratégies, d'analyses. Donc vous retrouverez sur cette page qui se trouve sur le site de CMC Market dans la rubrique Actualité et Analyse, eh bien vous retrouverez et des analyses et les vidéos. Alors on va commencer par les indices boursiers. Donc voici en tout premier lieu le DAX. Le DAX, depuis à peu près 10 jours, évolue dans un petit canal ascendant journalier qui montre que la tendance est bel et bien haussière et que même si on stabilisait depuis une semaine avant les chiffres du NFP, les investisseurs avaient envie de prendre du risque et de se placer sur les actifs risqués. Donc le DAX, vendredi, il a un petit peu reflué. Pourquoi? Parce que il avait frôlé sa MM200 jours et une oblique de moyen terme. Donc pour moi, ça va vraiment être décisif en fait, la réaction des cours par rapport à cette oblique de moyen terme. À court terme, on est haussier, à moyen terme, on est baissier depuis 6 mois. Donc nous allons voir dans les semaines à venir si le marché arrive à casser l'oblique baissière de moyen terme pour relancer sa dynamique haussière de long terme, auquel cas c'est la zone des 10 650, 10 700 qui sera de nouveau en visée. A contrario, si on bloque sous résistance, sous les 10 100 points, 10 070, 10 100, on pourra avoir un retour vers les supports, un retour vers 10 700, voire 10 520 points. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, de faits négatifs qui font qu'on devrait revenir vers ces supports, mais c'est un scénario à garder en tête puisqu'on fait face à de nombreuses résistances obliques, horizontales, techniques. Donc ce sera à suivre dans les semaines qui viennent. Le 440 le voici, lui il est également dans un canal haussier. La zone des 4940 points, c'est la zone tampon et support de la semaine dernière. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on reste haussier dans un canal. Si on devait casser la zone des 4940, ce serait pas forcément la fin du monde, ce serait tout simplement le signe d'un essoufflement de la tendance haussière à court terme et d'une prise de respiration, je dirais, d'un retour vers les supports, vers les 4850, voire les 4800 points. 4800 points où, je le rappelle, il y a toujours un petit gap qui a été laissé ouvert au niveau de la MM100 jours. Donc je dirais même que si on casse 4940 points et qu'on revient vers 4800 points, ce serait une meilleure occasion pour ceux qui souhaitent acheter des actifs sur repli de pouvoir le faire. En attendant, que ce soit haussier avec ou sans repli, la tendance est haussière. Certains pourraient se demander pourquoi l'indice japonais monte plus que les autres et pourquoi il est déjà 2% au-dessus de ses résistances, donc 1% au-dessus de ses petits copains, ses petits camarades. Eh bien tout simplement parce que la forte hausse de l'USD Yen de vendredi lui est favorable. Vendredi, vous avez eu la publication d'un chiffre du chômage américain excellemment bon, donc vous avez le dollar qui est monté, et vous avez d'un autre côté le yen qui a baissé, le yen qui est plutôt un actif refuge. Donc l'USD Yen a fortement monté vendredi, il a réussi à sortir de son range de moyen terme, et qui dit baisse du yen dit plus de punch et de surperformance pour les sociétés exportatrices japonaises. Plus le yen baisse, plus c'est bon pour ces entreprises qui exportent à l'étranger. Et donc quand vous avez une forte hausse de la paire USD yen, soit une baisse du yen, eh bien vous avez une surperformance de l'indice Nikkei et des valeurs japonaises qui profitent de cet effet de change. Voilà, donc vous avez un Nikkei fortement haussier, un DAX et un CAC qui sont haussiers. Après, quand on regarde aux États-Unis, ça reste aussi en données journalières, mais là, depuis 4-5 jours, on n'arrive pas trop à faire de nouveaux plus hauts. Il faut dire qu'il faut prendre un peu de recul, ça fait maintenant 1 mois et demi que le SP500 monte tout droit. Donc le SP500 a lui quand même le droit de respirer un petit peu à proximité de ses plus hauts.
On me disait vendredi, oui, mais t'as vu, l'Europe monte, mais les États-Unis ne montent plus. Certes, sauf que je vous rappelle que le DAX est à 11 000 points. Il est donc à 13% de ses plus hauts annuels. Le SP500, lui, en comparaison et sans quantitative easing, est à 1,5% de ses plus hauts annuels. Donc n'allons pas trop vite en besogne, l'indice est haussier, il est légitime qu'il ait désormais envie de respirer sous une résistance de moyen long terme, avant peut-être l'établissement de plus hauts annuels et historiques pour le SP500 pour finir l'année en beauté, ça je ne le sais pas, mais c'est en tous les cas une volonté qui transparaît sur les indices boursiers. On va maintenant faire un tour sur les actions. Alors, vous avez dans les baisses AB Science et Selectis, qui sont des sociétés biopharma qui sont beaucoup montées ces derniers temps, surtout Selectis. Vous avez Renault qui perd 2,5% puisque je vous ai dit que les turbulences étaient un peu retombées entre les discussions entre Renault et Nissan. Donc pour l'instant les deux groupes balayent l'idée d'une fusion et donc ça balaye un petit peu l'idée de la prime spéculative qu'il y avait sur Renault qui redescend. Ubisoft est un titre qui a été très recherché ces derniers temps à cause de la participation prise par Vivendi. Ubisoft, il ne faut pas oublier que le titre vient de passer de 16 à 28. Il a donc pris plus de 50% en quelques semaines. En bourse, on dit, il faut faire attention, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Voilà, une consolidation, correction sur un titre qui vient de prendre 60% n'aurait rien d'illégitime. Voilà. Après, dans les baisses, donc on a Valeo toujours dans les équipementiers. Solocal, la semaine dernière, on n'en avait pas parlé, n'avait pas réussi à casser son oblique de résistance, donc elle revient vers les supports. Faudra vérifier si elle réagit sur support ou pas. Sanofi, qui est une des plus grosses sociétés en termes de poids dans le CAC 40, continue de baisser ce matin suite à la publication de résultats jugés décevants par le marché vendredi. Et après, dans les performances positives, vous avez Pierre et Vacances qui parle de prise de participation d'un groupe chinois. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir que graphiquement, ça correspond parfaitement avec ce qui se passe en termes d'actu. Donc, si on regarde sur les 3 dernières années, Pierre et Vacances est dans une tendance haussière. Depuis un mois, le titre avait consolidé et était revenu se poser sur support à 23,50. Et puis là, ce matin, le titre est à plus 8, décolle de son support et reprend sa tendance de moyen terme grâce à la prise de participation d'un groupe chinois dans la société Pierre et Vacances. Donc ici, il n'y a pas de hasard, on était sur support, la news tombe, ça relance la tendance, c'est un cas d'école. Après, vous avez Morel et Prom, qui est une des parapétrolières dont je vous ai pas mal parlé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, la société avait rebondi en début de semaine pour redescendre par la suite avec la baisse des cours du WTI et puis aussi à cause de la publication d'un de ses concurrents, CGG Veritas, qui a publié des mauvais résultats. Donc ça avait fait pression sur le titre. Néanmoins, vendredi, Morel et Prom a bien tenu malgré la consolidation du pétrole. Et puis ce jour, le titre relance. Ça montre bien qu'on est en train d'essayer de créer une base ici sur les 3,30. Et qu'il y a potentiellement matérialisation d'un double bottom ou en tous les cas tentative d'un double bottom sur le titre. Vous voyez que c'est la MM20 et la MM50 qui sont baissières, qui ont bloqué un peu les cours la semaine dernière. Il faudrait qu'on arrive à dépasser ces résistances dynamiques pour valider ce scénario d'un double bottom. Immédiat donc avait publié des résultats la semaine dernière qui avaient entraîné une forte hausse du titre vendredi, je crois. Elle avait pris plus de 10%. Ce matin, ça continue. Valorec, donc c'est la parapétrolière que je préfère pour sa solidité et sa propreté graphique. Donc Valorec, souvenez-vous, on en a parlé fin septembre. Parce qu'elle sortait d'un canal haussier, elle a fait un mouvement haussier. On en a parlé fin octobre, début novembre, donc la semaine dernière, quand elle est passée, elle est sortie de son triangle et puis elle a pris 15%, mais elle était retombée à cause de la baisse du WTI puis des résultats de CGG. Elle est revenue sur les 10 dollars et elle les a tenus. Et là, on est en train de se reprendre et ce soir, elle publie ses résultats. Autant dire que si, dans les séances à venir, notamment demain par exemple, le titre s'approche, voire dépasse les 11 € et relance la dynamique haussière, alors de nouveau,
nouveau les 1,60, 12 euros, 14 euros pourraient être envisagés. A contrario, si on gap et qu'on casse les 10 euros, support clé psychologique que je vous ai indiqué toute la semaine dernière, là, la situation s'envenimera. Donc, résultat pour Valorec ce soir, on fera l'état des lieux demain. Genfit, on en parlait tout à l'heure, donc publication de son chiffre d'affaires. Les opérateurs donc spéculent toujours sur une nouveauté au sommet de l'AASLD. Donc dans les 10 jours qui viennent, on aura très certainement une publication de la société et on verra si on arrive à casser soit l'oblique de soutien, soit la résistance horizontale. Vous voyez que le titre est parfaitement encadré techniquement entre un support oblique qui passe par tous les plus bas depuis 2 mois et une résistance horizontale. Et puis, en plus du pétrole, donc ce sont les métaux de base qui se reprennent aujourd'hui. Je vous ai parlé d'ArcelorMittal. On peut parler aussi d'Eramet, qui est dans le même secteur. Eramet qui, techniquement, vendredi, a fermé un gap laissé ouvert le lundi 5 octobre et qui tient aujourd'hui. Donc, on va pouvoir potentiellement tracer un support. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières semaines, métaux de base et pétrolière, parapétrolière, c'est 2 secteurs qui allaient ensemble. Depuis un an, le pétrole baisse, les minerais baissent, les métaux baissent. Donc ces sociétés, ces 2 secteurs et les secteurs de ces sociétés réagissent plus ou moins en même temps. Donc là, on a une tentative de rebond sur les métaux de base et les parapétrolières. Si le pétrole voulait bien rebondir un petit peu, cela confirmerait les scénarios haussiers. Il faudra suivre ça dans les séances à venir. D'ailleurs, on va regarder ensemble les matières premières. Donc sur les matières premières, vous avez d'une part le WTI qui a été sous pression la semaine dernière, mais qui se rapproche d'une zone de support. Donc il va falloir le surveiller. Donc le WTI, c'est pas compliqué, il a été enfermé depuis 2 mois dans un range entre 43 et 50 $. La semaine dernière, on avait une belle hausse début de semaine, puis les chiffres sont retombés avec la publication des stocks qui étaient un petit peu supérieurs aux attentes. Donc voilà, le pétrole arrive de nouveau à proximité de sa borne basse. Est-ce qu'il va y réagir? Nous verrons bien et on verra mercredi avec la publication des stocks ce que cela donne. Concernant l'or, l'or a baissé sous les 1100 $ et est revenu carrément sur ses plus bas des 5 dernières années. Il faut quand même se rendre compte que ça fait maintenant 5 ans que l'or baisse, c'est passé de 1900 $ à 1080 $. Donc là, on a cassé le support vendredi, on est allé au support suivant. Le plus bas annuel en cours de clôture hebdomadaire, la zone des 1085 $. Donc ce matin, vous avez l'euro comme l'or qui rebondissent un petit peu. Ce seront des rebonds techniques suite à la forte baisse des cours. Maintenant, il faudra voir ce qui se passe en décembre. Il faudra se voir si les Américains montent les taux, est-ce que ça fait tant monter le dollar que cela ou pas. Et si les Américains ne montent pas les taux, de nouveau, on pourra avoir un beau rebond sur le métal jaune. Donc là, je pense que les opérateurs vont, dans les semaines à venir, être focalisés sur les chiffres américains, ce qui leur donnera une idée sur une possible hausse de taux ou non au mois de décembre, et ce qui nous donnera donc le tempo sur le dollar américain. Donc pétrole et or, on en a parlé. Sur les autres matières premières, j'ai pas d'avis en particulier. Le sucre consolide un petit peu après sa forte hausse des derniers mois, c'est légitime. Le riz qui était passé de 9 à 13 et qui avait pris plus de 50% en quelques mois, ces 4 derniers mois, a créé une base de soutien sur les 11,50. S'il y revenait, faudrait surveiller parce que c'est assez volatile, c'est assez intéressant le riz. Et puis le palladium perd de nouveau 3%. Je vous rappelais donc le palladium la semaine dernière qu'on était dans une tendance haussière de moyen terme. Palladium et platinium en général sont 2 métaux qui ont aussi une corrélation avec les chiffres de l'industrie automobile. Plus l'industrie automobile est performante, plus on vend de platine et de palladium qui sont utilisés pour faire les pots catalytiques. Si l'industrie automobile baisse, platinium et palladium seront moins recherchés que d'habitude. Et puis sur les devises,
Vous avez l'euro-dollar qui est actuellement à 1,0770 et qui continue sa course baissière. L'euro-dollar de toute façon est sous pression à cause des deux politiques monétaires, d'une part de la zone euro, d'autre part de la zone USA. Donc en Europe, on a des chiffres mitigés, une inflation basse et du quantitative easing à revendre. Et aux États-Unis, on a un durcissement monétaire potentiel à venir. Donc tant que les chiffres d'inflation sont faibles en Europe et que les chiffres américains sont bons, eh bien la baisse est en place. Voilà. Si à un moment, par contre, il y a un changement de rhétorique d'une banque centrale ou de l'autre, la situation changera. Toujours est-il qu'une rhétorique de banque centrale, ça se change pas comme ça. Donc, pour le moment, l'euro reste sous pression contre le dollar américain. Et en tendance baissière, ceux qui souhaiteraient vendre la paire attendent soit des rebonds techniques sous des résistances, soit des cassures de support. Le dollar néo-zélandais, lui, garde quand même sa position de leader par rapport aux monnaies majeures. Vous avez la livre, l'euro, le dollar néo-zélandais, le dollar australien, et dans ces quatre-là, c'est le dollar néo-zélandais qui tient le mieux et qui s'approche d'une nouvelle zone de support. Quand on regarde aussi les monnaies, qu'on voit l'USD-ZAR, donc c'est le dollar contre le rand africain, on voit que le dollar américain inscrit un nouveau plus haut annuel contre le rand sud-africain. C'est vraiment la matérialisation de la tendance haussière forte du dollar qui est déjà en place depuis plusieurs mois, plusieurs années, notamment contre les devises émergentes. Et donc là, on voit bien que les opérateurs spéculent sur une hausse de taux aux États-Unis. Vous retrouvez cela sur le dollar contre le dollar de Singapour, le dollar contre le rand sud-africain, le dollar contre le zloty polonais, contre pas mal de monnaies exotiques mineures. Quoi d'autre sur les monnaies? Je vous avais montré un range relativement propre la semaine dernière sur la livre yen. Donc vous voyez que les cours ne sont pas passés, qu'on a eu un repli. Et donc on a une livre yen qui est toujours dans son rectangle de consolidation. Ah oui, dernière chose, je voulais vous montrer la livre contre le dollar. On approche du seuil psychologique des 1,50 $. On est sur une oblique basse qui passe par tous les plus bas depuis 5 mois sur la livre. Il faudra surveiller dans les séances à venir les chiffres économiques de cette dernière. En fait, ce qui s'est passé sur la livre, c'est que vous avez des moments, notamment au début d'année, où Carney, le gouverneur de la Banque centrale, a laissé entendre qu'une hausse de taux serait possible. Ça a donc tiré les cours à la hausse. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que Carney a dit qu'il n'était pas prêt pour monter les taux pour l'instant et qu'il revoyait à la baisse les prévisions économiques. Donc ça a jeté un froid sur la livre qui est retombée contre le dollar américain. Voilà. Ce n'est pas un scénario impossible avec les États-Unis, mais un peu moins plausible. Voilà, pour l'instant, les États-Unis ont montré des chiffres économiques solides. Ils souhaitent, je suppose qu'ils souhaitent aller au bout des choses et donc monter les taux et entamer ainsi le cycle de durcissement monétaire qu'avait prévu Janet Yellen au début de l'année 2015. Alors, on me demande ce que je pense de CGG. On peut jeter un œil sur le titre CGG. On me parle aussi du gaz. Alors, CGG Veritas, elle est là. Donc CGG, vous voyez bien qu'il y en a trois des parapétroliers en France dont j'ai parlé pas mal. Il y a CGG, il y a Morel et Prom et il y a Vallourec. Donc vous avez d'un côté Morel et Prom qui a tenu son support à 3,30 qui est reparti à la hausse. D'autre côté Vallourec qui tient bien les 10 € dont la publication des chiffres sera ce soir. Et puis vous avez enfin CGG Veritas, qui sous-performe. Donc CGG Veritas est le titre le moins intéressant. Voilà, concernant le gaz, j'y viendrai demain. Je vais passer sur TV Finance. Je vous souhaite une bonne séance de trading, un bon début de semaine à tous. Et à demain matin pour la matinale.